Bonjour et bienvenue à présent à un premier entretien en compagnie d'Antoine. Nous sommes présentement au mois de janvier de l'année 2021 et il va être question, entre autres, de son parcours personnel et possiblement par la suite aussi un commentaire en lien avec la crise sans précédent que nous connaissons en relation avec le coronavirus. Tout d'abord, bonjour Antoine, ça va bien? Bonjour David, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Donc, on va pouvoir débuter ce premier entretien. Et juste avant, je peux mentionner aux gens qui nous écoutent et qui aiment écouter de mes enregistrements sur ma chaîne YouTube, eh bien, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient ce que je fais au fil du temps, au fil des mois, eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via les formules de paiement sécurisées que ce soit par Interac et également PayPal. Donc, s'il y en a qui ont envie de m'offrir leur soutien là, à mes activités de diffusion web, eh bien, vous allez pouvoir retrouver des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement là, d'aujourd'hui que vous êtes en train d'entendre avec ce nouvel invité. Pour commencer et te présenter à mon public, je pense qu'il peut être intéressant de discuter de ton parcours personnel qui t'a amené, entre autres, à t'intéresser à la conscience supramentale. Je te laisse parler. Ça commence dans l'adolescence où je me posais des questions sur le sens de la vie et je pensais pas trouver des réponses, mais en feuilletant des livres spirituels, j'ai commencé à voir que oui, ça existe. Il y a des réponses euh, embryonnaires au début parce qu'il faut quand même chercher beaucoup pour pouvoir euh, bien situer l'ensemble de toutes ces données-là. Mhm. J'ai lu des livres sur le voyage astral, j'ai écouté Krishnamurti en audio, Aurobindo, ses livres. J'ai acheté des livres dans les librairies ésotériques. Il y a eu Carl Jung qui m'a intéressé avec ses concepts d'individuation, euh, éventuellement le Tao qui expliquait la nature polarisée de la manifestation. Je Mhm. trouvais ça intéressant aussi. Il y a eu la gnose, un mouvement un petit peu occulte. Je suis pas tellement embarqué là-dedans, mais ça me donnait une idée un petit peu. Les théosophes, la théosophie, qui est aussi occulte, mais qui explique un petit peu le corps astral, le corps éthérique, l'âme et tout ça. Et puis éventuellement Bernard de Montréal et Daniel Kemp qui m'ont vraiment permis de vivre une résonance avec ce qu'il disait, puis de vibrer ma profondeur en résonance avec eux. Puis là, ça a décollé. C'est là que ça a décollé. OK. Et toi, est-ce que tu as rencontré en personne ces deux individus? Oui, j'allais aux conférences de Bernard. À l'époque, il y en avait une par mois, dans le temps de Richard Glenn. Et j'allais à une conférence par mois. Et donc, on n'avait pas tout le matériel qui est accessible aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sur Internet, on a vraiment 800 conférences, on a tous ces livres. Alors, ça peut vraiment aider à évoluer vite, là, puis à comprendre plein de choses. Mais à l'époque, il fallait digérer pendant un mois ce qu'on avait ressenti, puis on allait à la conférence suivante. Puis Daniel Camp, c'est venu peut-être 6 ans plus tard, peut-être 7 ans plus tard, en 89, 10 peut-être, quelque chose comme ça. Lui aussi donnait une conférence par mois et c'était très différent, mais je me suis habitué à la vibration de Kemp, puis je voyais pas tellement d'opposition, de différence. Je comprenais que c'était une complémentarité. Kemp était plus des explications techniques. C'était intéressant parce qu'il expliquait la mécanique de l'énergie. Que même, tu sais, moi, je sais que Mhm. les gens aiment ça comparer les deux, mais c'était pas ce que je faisais. Je trouve il y avait vraiment une complémentarité. OK. Puis pour ce qui est de Bernard de Montréal à proprement dit, est-ce que tu te rappelles à quelle année que tu avais assisté à sa première conférence de lui, là? Ça devait être en 84.
Ouais. OK, c'est ça, parce que tu parlais pendant que, dans le fond, c'était la période où Richard Glenn l'interviewait publiquement une fois par mois. Ouais, ouais, c'est ça. C'était, ouais, c'est ça. Elle y avait commencé plus tôt, mais moi, je suis arrivé peut-être, il y a eu peut-être quoi, 60 conférences avec Glenn. Moi, je suis arrivé peut-être à la 40e, quelque chose comme ça. OK. Et est-ce que tu peux me décrire ce que tu as vécu la première fois que tu as assisté à une conférence de Bernard de Montréal? Est-ce que tu as ressenti une vibration particulière, une ambiance particulière dans la salle aussi? Oui, c'est très intense. C'est très, très intense. On est captivé par à la fois son timbre, son ton, son intensité, euh, la justesse de son verbe, de ses propos. Il y a comme un ensemble de facteurs qui te rentrent dedans. Et puis, tu vibres parce que c'est déjà en toi, ces choses-là. L'esprit sommeille dans l'ego, puis ça fait une résonance, puis on ne peut pas faire autrement que de vibrer si on a cette ouverture, cette sensibilité. Alors oui, tout le monde était vraiment, je ne dirais pas sous hypnose parce que c'était un peu fort, là, mais captivé, captivé par son verbe et l'intensité. Puis on en avait pour plusieurs jours à continuer de vibrer après une conférence comme ça. Dans le sens que tu étais imprégné par sa vibration. Imprégné par sa vibration, imprégné par la nouveauté des concepts, mais qui étaient tous cohérents et qui donnaient un sens plus profond à la compréhension que j'avais à l'époque. Dans le sens que ça participait à t'aider à approfondir ta compréhension du réel. Exactement. Ça m'aidait à entrer en contact plus profondément avec la pensée, avec ma pensée, avec le mécanisme de la pensée, avec les lois de l'énergie et avec beaucoup, évidemment, avec l'interférence astrale, parce que c'est beaucoup, beaucoup ce qui revenait dans toutes ces conférences. Là. C'est cette zone d'interférence qu'il appelle l'astral. Oui, ça a été un thème récurrent, l'interférence astrale. Puis ça a été pendant toute sa carrière de communicateur, là, jusqu'au moment qu'il est mort en 2003. Là, D'ailleurs, est-ce que après la période de Richard Glenn où tu avais assisté à ces conférences, tu avais été à d'autres de lui, là, dans le temps de François Payotte, Daniel Ménard ou lui-même en solo? Ouais, je suis allé à François Payotte, j'en ai vu plusieurs, mais je suis pas allé à la période Ménard et après ça, je suis pas allé. Je vivais ma vie. J'avais beaucoup vécu d'impressions fortes, puis j'avais besoin de prendre un petit recul à ce moment-là pour intégrer tout ça, mais le vivre au niveau des événements, vivre les événements plus en conscience de ce que j'avais compris, parce que comprendre mentalement, c'est une chose, mais appliquer ça pendant qu'on vit des émotions, du stress, c'est là que ça se passe, c'est là que ça devient intéressant. Fait que j'avais besoin de prendre un recul à ce moment-là pendant quelques années. Oui, ben je peux très bien comprendre, sans doute, de prendre du temps pour tout digérer ce bagage d'instructions vibratoires parce que c'était très condensé. Quand Bernard parle, il y a certaines conférences que je suis obligé des fois de les mettre sur pause, de les écouter au ralenti parce qu'il peut donner beaucoup d'informations, entre autres, là, en peu de temps. Oui, puis même on peut les réécouter un an plus tard, puis il y a des choses qu'on n'avait pas captées. Alors ça va loin. Ouais. Exactement. Sinon, par la suite, dans les années 2000, est-ce que tu avais retourné voir Bernard en conférence? C'est drôle, je suis pas retourné parce que j'avais déménagé loin de Montréal, fait que ça me faisait vraiment trop de voyagement pour venir à Montréal le voir. Je suis par contre allé une fois, je pense que c'était au début des années 2000, peut-être 2002, quelque chose comme ça. C'était vraiment dans ses dernières conférences. Et, bon, j'avais été déçu parce que c'était, écoute, après tant d'années sans l'avoir vu, j'ai senti un changement dans la vibration. Il parlait plus de la même manière.
il y avait sa craie au tableau, il allait au tableau, puis il faisait des gribouillages avec sa craie, puis Mhm. sa craie, ton tableau servait de médium pour canaliser l'énergie. Alors, je trouvais ça un petit peu spécial parce que je l'ai vu passer d'une parole très facile, fluide, à un besoin de canaliser à travers un médium. Évidemment, il était atteint par la maladie. Peut-être que l'énergie passait un petit peu moins à ce moment-là. Ceci dit, le contenu était quand même très intéressant, mais la vibration était un petit peu moins prenante. Alors moi, ça m'avait fait un effet un petit peu de déception, mais c'est bien parce que ça casse des formes. On a tous l'impression que l'esprit va nous rendre de plus en plus conscients, va nous immortaliser. Mais l'esprit s'arrange pour prouver qu'au bout du compte, on est des humains, puis qu'il ne veut pas créer cette impression que ça va résoudre tous nos problèmes puis que ça va nous immortaliser. En tout cas, pas dans la chair. C'est pas encore arrivé. Puis c'est mieux de pas s'attacher trop à ces idées-là. Non, je comprends pour pas se créer des faux espoirs, comme on dit, là. Ouais, C'est sûr que dans les années 2000, Bernard était atteint du cancer et ouais, ça a sans doute créé des chocs au sein de personnes qui l'entouraient, qui le voyaient un peu comme un individu justement immortel qui avait la science infuse. tout à fait. Fait que ça a permis de remettre les choses en contexte pour pas que justement des gens en face de lui une espèce de gourou puis de voir en sa personne un Dieu vivant. Là. Donc ça a permis de recadrer certaines choses. Oui, c'est excellent. C'est très, très bien que ça se passe comme ça pour ne pas qu'on fasse des dieux avec des hommes, puis qu'on fasse des églises autour de ces hommes-là. Et puis même l'esprit s'arrange pour qu'il y ait des failles, des erreurs dans l'information qui est véhiculée. Et on s'en rend compte avec le temps, on se rend compte que c'est voulu pour ne pas justement qu'on s'attache. Si Bernard disait que lui-même, il ne croyait pas à ce qu'il disait, Mhm. il disait de ne pas le croire, lui-même, il ne croyait pas à ce qu'il disait. Fait que, imagine-nous, tu sais, on a intérêt à ne pas le croire trop non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vibration qui agit Mhm. dans la parole, mais que ce soit quand il a dit qu'il n'y aurait plus de banque en 2014, il s'est trompé, c'est voulu. Je pense que l'énergie, l'esprit est intelligent. Il veut laisser des traces d'une faillibilité, que c'est pas la perfection n'est pas là. Sinon, on se mettrait à croire facilement tout ce qu'il dirait, puis on, on perdrait notre propre discernement. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que si on croit aveuglément tout ce que dit Bernard, ben, à ce moment-là, on devient aussi disciple que peut l'être quelqu'un qui est dans une secte, là, qui va croire aveuglément tout ce que va lui dire le gourou. Donc, à ce moment-là, qu'il y ait des Exact. erreurs, ça favorise justement qu'il y ait un développement de discernement au sein de l'individu, puis un développement de l'identité propre, dans le sens que l'individu se définisse en dehors de Bernard ou de d'autres instructeurs dans la conscience, là. Exactement. Et c'est pour ça que Bernard lui-même était souvent le premier à déconstruire les concepts qu'il créait pour ne pas qu'on s'attache. Mhm. Alors, je me souviens avec Glenn, quand il parlait de la fin du cycle, à un moment donné, il parlait que l'homme devra vivre sa machine de guerre. C'est le terme qu'il a utilisé pour dire qu'il y aura une troisième guerre mondiale. C'est comme inévitable, il faudra vivre le karma de notre machine de guerre. Puis tu lis dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, que l'homme sera épargné une troisième guerre mondiale. Fait qu'il défait, il joue avec les concepts pour pas qu'on s'attache trop dans des croyances. Parce que le but du supramental, c'est de nous vider, pas de nous donner de l'information, puis de nous remplir de connaissances qu'on accumule et sur laquelle on se base pour penser. Oui, exactement. Le but de ce que j'ai compris, c'est de nous dépouiller de nos croyances et toutes les formes qui empêchent la libre circulation de l'énergie en notre sein. Exactement. C'est ça c'est difficile pour l'ego. C'est difficile parce que l'ego, de par sa nature, a besoin de sa mémoire parce qu'il pense avec sa mémoire, il se sécurise dans sa mémoire, il s'identifie à sa mémoire, il crée ses valeurs avec sa mémoire. Ça prend du temps avant de pouvoir dépouiller, vivre ce nettoyage
de mémoire qui est finalement l'astral, qui est finalement les, les parasites qui nous brouillent le contact. Exactement. Sinon, je voulais savoir, est-ce que toi, tu avais fait le séminaire auprès de Bernard de Montréal? Non, j'ai pas fait le séminaire auprès de Bernard. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu un choc d'énergie très puissant euh, dans la première année là, que je l'écoutais, puis ça m'a mis à terre pendant 5 ans. Ce choc-là, il a duré 5 jours sans arrêt, un contact perpétuel sans arrêt, puis ça m'a fait vivre un nettoyage, ça m'a fait vivre comment dire, une électrification, une électricité dans le mental. Puis j'étais brûlé. J'étais au bout des 5 jours, j'étais plus capable. Puis heureusement, l'énergie s'est en allée comme elle est venue. Puis il m'a laissé tranquille parce que mon système nerveux aurait pas tenu. Là. J'aurais flanché. Alors, Donc, il n'aurait c'est pas pour ça tenu que plus longtemps ton système nerveux que 5 jours. non, puis ça, l'énergie le savait que j'étais à la limite. J'étais à la limite Mhm. d'être irrécupérable. Parce qu'à un moment donné, le système nerveux, c'est comme des fils électriques quand ça surchauffe, puis ça saute. Ben, moi, j'avais plus de fusible parce que quand l'énergie elle rentre, là, puis il n'y a pas de fusible. Le fusible, c'est l'astral. Ça nous protège, l'astral, parce que ça permet à l'énergie d'être diluée puis d'être exprimée par la forme. Mais quand les formes débarquent, quand l'énergie rentre, puis que les formes débarquent une après l'autre, ça devient de plus en plus difficile parce que le système nerveux surchauffe, puis l'ego perd tous ses repères. Alors, ça m'a pris 5 ans, après cette coupure, ça m'a pris 5 ans là, de juste vivre ma petite vie simple, terre à terre, puis manger, boire, dormir, puis oublier le supramental, puis c'est ça qui est arrivé. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben, pour clarifier, pour les gens qui nous écoutent puissent comprendre, puis moi-même un peu plus, ce qui est arrivé avec toi, c'est est-ce que pendant ces 5 jours-là, ça t'a parlé intérieurement, intensivement? Est-ce que c'était lors de la communication interne? Au début, ça commençait avec des mots Mhm. qui venaient pas de moi, mais c'était ma voix. Je me reconnaissais, mais c'était très fort, très clair, comme en personne. Mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. J'ai dit, on me parle dans ma tête. J'étais pas à l'aise. Fait que là, presque immédiatement, c'est devenu de l'électricité. Ça s'est transformé. C'était plus de la parole. C'est devenu des impulsions électriques. Ces impulsions-là avaient un contenu qui cherchait des mots. Fait que les mots venaient de moi, mais l'énergie venait de la source, de l'énergie. D'ailleurs, si vous aimez que l'énergie vienne d'ailleurs, ben, elle venait Mhm. d'ailleurs. Mais elle était chargée d'un contenu qui trouvait les mots. Puis donc, c'est mes mots, mais ce n'était pas mon intention, ce n'était pas mes pensées, parce que ça n'allait pas du tout dans le sens de ma mémoire. C'était en fait anti-mémoire, anti-ego, ce que l'énergie m'a envoyé. OK. Puis cette expérience-là qui a duré pendant 5 jours, est-ce que ça t'a amené à vivre entre autres de l'insomnie? Je ne pouvais pas dormir. OK, ben c'est ce Je que je pouvais pas dormir. pensais parce que moi, dans les expériences que j'ai vécues en lien avec l'activation de l'énergie, ça m'empêche de dormir quand c'est trop fort. C'est ça, c'est ça. Je ne pouvais pas dormir, puis ça me renvoyait dans la psyché, ça m'envoyait dans toutes les formes, il fallait que la psyché s'exprime pour pouvoir se nettoyer. C'est ça qui est dur parce que c'est là qu'on risque de perdre la boule parce que on vit toute la charge de l'âme en même temps que l'esprit est là. Fait que ça crée beaucoup de confusion, mais l'esprit est là pour s'assurer que l'ego participe au nettoyage de l'âme. Ça ne se fait pas tout seul. L'ego est obligé de participer à la conscientisation de son âme. Mhm. Sinon à quoi ça sert d'avoir un ego? Exact. Alors, c'est ça qui a été dur, pas pouvoir dormir. Donc, les batteries sont à terre à un moment donné. Puis, vraiment, j'admire Bernard d'avoir tenu, d'avoir pu soutenir cette énergie-là jusqu'au point de pouvoir
la contrôler, ça veut dire être en harmonie avec, faire un avec, puis la manifester sans qu'elle charrie. Ça, c'est vraiment un exploit. Évidemment, il y avait le système nerveux pour le faire. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Exactement, mais il y a quand même un peu un mérite, un peu comme le cowboy qui va chevaucher un taureau qui va essayer de le déstabiliser, tu sais, contenir la force d'un taureau là, qui se débat, là, puis de rester dessus sans être décentré puis tomber au sol. Tu sais, pour moi, si je le compare sur le plan physique, ça me fait penser un peu à ça, ce qu'a été capable de faire Bernard en termes de contenance de cette énergie-là là, sur plusieurs décennies. Oui, c'est ça. Il y avait le corps pour le supporter. C'est vrai. Il était parce qu'il faut être un réceptacle capable de supporter l'énergie. Il y avait ce qu'il fallait. Il était solide psychiquement parlant. Il était solide. Je ne sais pas comment il a fait pour être si solide, mais il était solide en tout cas. Mais, c'est comme l'ego reçoit les réponses qui conviennent à sa capacité de les comprendre. Alors, plus l'ego est solide, plus les réponses vont aller loin dans l'explication, plus il va aller loin dans sa capacité de recevoir des réponses poussées. Mm-hmm. Alors, Bernard, il pouvait aller chercher des réponses parce qu'il était très solide. Puis, je comprends bien quand il dit qu'il recevait des réponses parce qu'il n'était pas intéressé. C'est que l'ego n'était pas là à vouloir mémoriser les réponses. Il s'en foutait, l'ego n'était pas là. Que les réponses peuvent pas venir quand l'ego est curieux, puis il veut être occulte, il veut recevoir des réponses. Fait que ça marche pas, ça. Alors, il répétait ça souvent, que la seule raison pourquoi il y a des réponses, parce qu'il n'est pas intéressé de les avoir. c'est paradoxal, hein? Ouais. Mais c'est ce qui lui permettait d'avoir l'objectivité par rapport à l'information, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un désir de l'ego qui aurait pu colorer l'information ou l'orienter. C'est ça, et ne pouvant pas la mémoriser, la répéter, son canal restait vide. Il restait toujours vide. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de mémoire pour recycler de la pensée. Ça prend de la mémoire pour recycler de la pensée. Puis ça prend de l'intellect aussi, parce que l'intellect se nourrit que de sa mémoire. Alors, sans intellect, c'est pas que c'est sans intellect, c'est que l'intellect a été transmuté en mental supramental. Mm-hmm. Et à ce moment-là, vu que l'intellect ne servait plus en tant qu'outil au service de la mémoire, il recevait dans le vide de sa mémoire, il recevait de l'énergie nouvelle, tout le temps nouveau. Oui, puis ça me faisait penser à l'un de ses enregistrements, ce qui disait qu'il pouvait avoir accès à ces informations-là parce qu'il ne réfléchissait pas. C'est ça, parce que la réflexion, c'est du recyclage de vieilles pensées. C'est de la mémoire qui est recyclée à partir d'un déclenchement émotif. Il y a toujours une petite émotion qui déclenche une pensée dans l'ego qui réfléchit. Soit qu'il veut comprendre, il est curieux, il est ambitieux, il est orgueilleux, il veut avoir raison, et il est susceptible. En tout cas, ça finit plus, là, les déclencheurs. La pensée de l'ego, c'est une pensée qui se déclenche par association. Une pensée en déclenche une autre. Puis la mémoire, ça fonctionne par association. Oui, exactement. Et par rapport à Bernard de Montréal, parce que tu as quand même assisté à plusieurs de ses conférences, est-ce que tu as vu des phénomènes paranormaux ou des trucs, dans le fond, particuliers chez soit pendant les conférences? Oui? J'ai manqué. Il y a eu une petite coupure. J'ai pas compris ta phrase parce qu'il y a eu de la coupure. Ah, il n'y a aucun souci. En fait, comme tu as assisté à plusieurs conférences de Bernard de Montréal, est-ce que durant ces conférences-là, tu as vu des manifestations de phénomènes paranormaux ou non? J'avais eu des voyages astro au début. Okay. Mais jusqu'à ce que, quand j'ai vécu le choc que j'ai décrit tantôt, là, ça a été que du paranormal. Ça a été très,
très difficile parce que j'avais plus le contrôle sur ma pensée. C'était de l'énergie et puis c'était très paranormal. Euh, euh, Sinon, il n'y a pas eu d'autre chose. Par la suite, il y a eu parfois des manifestations légères, comme voir des formes d'énergie dans la nuit, là, entre le sommeil et l'éveil. Là, je voyais des formes flotter des fois, là, Mhm. comme toutes sortes des formes abstraites. Je ne peux pas les nommer, ça ressemble à rien que je connaissais. C'est juste comme, on dirait des résidus d'énergie qui flottent. C'est tout, mais je n'ai pas porté d'attention à ça. OK. Et toi, as-tu eu des phénomènes dans ce genre-là? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai pas assisté aux conférences de Bernard de Montréal. J'ai écouté ses enregistrements. Mais quand que j'étais jeune, avant de m'intéresser à ces enregistrements, là, quand que j'étais très jeune, j'avais déjà vécu des expériences où j'avais l'impression qu'il y avait des êtres de type humanoïde qui m'observaient là, dans ma chambre, là, Ah oui, OK. à plusieurs reprises, puis qui me fixaient du regard. Puis là, je me rappelle entre autres d'un d'entre eux c'est comme s'il me fixait, puis il entrait en moi. C'était, Ah, ouais, c'était assez intense comme expérience, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais quand que j'avançais en âge, tu sais, rendu à l'adolescence, ça a disparu, puis j'ai pas vécu ça de nouveau. Mais sinon, en tant que tel, l'écoute des enregistrements de Bernard, ça a été plus des expériences qui m'ont amené en contact avec une vibration qui des fois ça m'activait, puis ça se mettait à parler à l'intérieur de moi, puis je prenais des notes, ou des fois ça me stimulait aussi pour faire des enregistrements. Où je sentais une activité qui se passait qui faisait en sorte que je pouvais vivre l'insomnie. Là. oui, c'est ça. L'énergie est prenante. J'ai l'impression que les phénomènes paranormaux diminuent. Au début, on les vit pour vivre une confirmation qu'il y a quelque chose derrière la matière. Fait que ça nous confirme. Des expériences personnelles du genre paranormal, Mhm. ça vient nous donner une confirmation qui n'est pas du domaine de la croyance. C'est que quand une expérience est vécue, ben là, tu le sais. Tu le sais que ça existe. Tu le sais qu'il y a une énergie. Tu le sais que l'énergie joue avec la forme. Fait que, à ce moment-là, tu peux commencer à te libérer de la croyance puis travailler plus avec la vibration. Exactement. Sinon, pour ce qui est de Daniel Kemp, est-ce que tu avais assisté à plusieurs de ses conférences? J'ai pas assisté à beaucoup de conférences, peut-être 5 ou 6. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté d'avoir des conférences, puis on n'a pas eu d'explication. Ça se passait une fois par mois OK. dans un hôtel rue Sherbrooke, Montréal. Et puis, il a arrêté d'avoir des conférences, puis pendant 3 mois à peu près, on pensait que c'était fini. Il avait disparu, Anonymous. Puis un jour, il a recommencé, puis je suis allé à la conférence, puis il nous a annoncé qu'il y avait eu une maladie, ou plutôt un symptôme toxique lié à des tests, une erreur médicale. Il était allé à l'hôpital passer des tests, mais on ne sait pas pourquoi. Puis Mhm. on devait lui faire un scan avec du barium, qui est un liquide radioactif qui permet de voir l'image en résonance magnétique. Fait que, il s'était fait injecter le liquide, le barium, le liquide dans son système. Puis apparemment, par erreur, il a reçu 10 fois la dose normale qu'il Mhm. fallait pour le scan. Puis c'est assez fort, ce barium-là. C'est même cancérigène, apparemment. Fait que, il a été dans le trouble au niveau santé. Il a été dans le trouble pendant 3 mois. Puis il nous a dit qu'il avait fait un travail avec ses alliés proches là, au niveau de l'invisible, qu'il avait fait un travail pour retrouver sa santé. Fait qu'il a recommencé ses conférences, puis il nous avait expliqué pourquoi il avait été absent. C'est pour cette raison-là. Maintenant, quelques années plus tard, il y a effectivement eu un cancer déclaré qui l'a amené de l'autre bord. Là. Je pense qu'il est mort à 38 ans. Alors, est-ce que c'est relié à cet événement-là? Je ne sais pas.
Moi non plus, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'en effet, il était décédé jeune, là, à la fin de la trentaine, donc dans les années 90. Sinon, est-ce que tu avais fait le séminaire avec Daniel Camp? Non. OK. Puis, par rapport à Daniel Kemp, y a-tu quelque chose en particulier que tu as trouvé marquant dans son instruction? Ce que je trouve être très intéressant avec Daniel Kemp, c'est de voir qu'il n'a pas vécu l'initiation solaire que Bernard a vécu. Bernard, ça se comprend, son initiation solaire l'a transmuté complètement. Puis pendant quelques années, il a dû intégrer tout ça, mais il est passé de l'autre bord assez vite. Puis après ça, il l'a intégré. Daniel Kemp, c'est plus proche de ce qu'on a une possibilité de vivre, c'est-à-dire, à défaut d'avoir un système nerveux hors pair, là, de vivre l'initiation solaire, en général, on va vivre une fusion qui est progressive, qui est graduelle, qui est à travers la parole, à travers la compréhension, à travers l'intégration événementielle. Alors, Daniel Kemp, pour moi, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas juste le phénomène Bernard qui est la façon d'arriver à la conscience. Mais Daniel Kemp, il n'arrêtait pas de monter en énergie. Il montait en énergie tout le temps. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est allé loin dans son contact, mais il était capable d'aller chercher pas mal d'informations intéressantes aussi. Puis il y avait une réponse à tout. Alors, je considère que c'est la méthode douce. Lui-même, il l'appelait la méthode douce. La méthode violente, c'est l'initiation solaire, puis la méthode progressive, la fusion progressive, c'est plus vivable pour la plupart des égos et des corps physiques. Ouais, ben je peux très bien comprendre. Là, c'est sûr que de ce que je comprenais par rapport à Bernard de Montréal, c'est qu'il a vécu une fusion instantanée, puis ça y a pris par la suite environ 7 ans de sa vie pour l'intégrer. Oui, c'est ça. Peut-être même plus que 7 ans, je ne me rappelle plus. Je pense qu'il disait que ça finissait en 84, son initiation. Dans le temps de Glenn, il a vécu ça en 69, puis il disait que ça finissait en 84, mais on s'aperçoit par la suite que c'était-tu vraiment fini? Parce que même dans la dernière tranche d'un seul avec le public, il me semble qu'il disait qu'il est toujours en guerre contre les forces. Est-ce qu'il avait fini de l'intégrer? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce n'est pas tellement important de toute façon. L'important, c'est toujours l'énergie qui passe. Ce n'est pas tellement l'homme. L'homme, c'est pas important, l'ego, l'homme, ou pas d'ego, peu importe. C'est toujours l'énergie qu'il y a derrière. Oui, le message plutôt que le messager là, qui ouais. va diffuser une instruction. Donc, c'est sûr que c'est intéressant là, que tu as abordé là, par rapport à Daniel Kemp, là, ce que tu as trouvé intéressant. Puis, pour ce qui est de Bernard de Montréal, par rapport à l'ensemble de son œuvre, de son instruction, y a-t-il quelque chose en particulier qui a attiré ton attention? Moi, ce que j'aime le plus, c'est que quand on comprend l'instruction, l'instruction doit s'autodétruire. Parce que si on comprend qu'on a tous notre propre source, qu'on n'a pas besoin d'instruction, qu'on est soi-même le grand soi, qu'on est soi-même la source, qu'on est soi-même, qu'on a en nous les réponses, qu'on a tout ce qu'il faut, et que tant on s'abreuve de l'instruction, on reste sous l'influence, sous l'autorité de l'instruction. Alors, si l'instruction nous dit « libérez-vous de l'instruction, libérez-vous de toute forme d'autorité, incluant l'instruction », à un moment donné, il faut que l'ego fasse ce mouvement-là par lui-même. Il va falloir, puis ça vient à force d'écouter Bernard, puis à un moment donné, on vit un écœurement, puis on commence à pouvoir déconstruire les concepts de Bernard. Puis c'est là qu'on comprend c'est quoi le mensonge cosmique, parce que Bernard lui-même a souvent dit qu'il se servait abondamment du mensonge cosmique. Alors, est-ce qu'on est capable de se défaire du mensonge cosmique? Est-ce qu'on est capable de se libérer des formes que le supramental nous a laissées? Tu sais, on peut prendre l'exemple, prenons l'ajusteur de pensée. Il s'en servait beaucoup au début, l'ajusteur de pensée. Puis à un moment donné, dans une conférence, il nous annonce que c'est un des plus beaux concepts donnés à l'homme pour son évolution.
Mhm. Là, on découvre que l'ajusteur de pensée, c'est un concept, c'est une forme. On pensait que c'était un être accolé à l'ego. Là. C'était comme son ombre qui le suit puis qui l'ajuste tout le temps. C'est un concept qui fait que l'ego se crée une entité psychique qu'on appelle l'ajusteur de pensée à partir de laquelle il se perçoit. Et ça l'aide à sortir justement de l'impression que c'est lui qui pense puis que c'est lui l'ego qui dirige tout. Alors, c'est comme ça. Bernard, il crée un concept, puis il le défait plus tard. Donc, on voit comment il crée un mensonge cosmique, puis il le défait plus tard. Donc, un mensonge cosmique, c'est une vérité temporaire. On pourrait dire que c'est vrai le temps que c'est valable, puis quand c'est plus valable, c'est plus vrai. Ça devient un mensonge cosmique. Fait que c'est comme un escalier par lequel on monte. On monte l'échelle des mensonges cosmiques, puis éventuellement, on va être vidé parce Non, qu'on les aura tous. ouais, je comprends ce que vous voulez dire. On va toutes les avoir passées, là, mais ça me fait penser à l'utilisation de formes transitoires là, comme tremplin évolutif pour passer d'un barré à l'autre, là, si on peut dire de l'évolution là, de conscience. Là. Oui, c'est ça. C'est comme il faut lâcher il faut lâcher une marche pour monter sur l'autre. Alors, à un moment donné, quand on comprend que c'est un concept, il ne s'agit pas juste de comprendre que c'est un concept. Il faut voir la créativité du concept. Pourquoi le concept a été créé? C'était pour nous donner un point de vue au-dessus de l'ego. Mais une fois qu'on a ce point de vue-là, une fois qu'on l'utilise, puis que ça devient une seconde nature, ben, on n'a plus besoin du concept. On est dans la réalité. On est dans la réalité de percevoir l'énergie qui circule à travers nous. Exactement. C'est sûr qu'il y a eu la forme de l'ajusteur de pensée, il y a eu la forme du double éthérique, il y a eu la forme du corps morantiel, il y a eu la forme de l'esprit, il y a eu plein de formes, j'ai l'impression, qui sont un peu comme synonymes là, au cours de ces années où ce que diffusé l'instruction supramentale. Oui, oui, c'est sûr que ça, même Bernard, des fois, il crée de la confusion quand il parle du double, il parle de l'esprit, il parle de l'énergie, il parle de euh, quoi d'autre, en tout cas. Et puis, c'est des termes interchangeables dans son vocabulaire souvent. Puis, à un moment donné, il sort une conférence où il dit, si on ne comprend pas la différence entre l'esprit et le double éthérique, on fait peut-être on a peut-être une erreur là, il y a une conférence que j'ai trouvée intéressante, la différence entre le double entre le double éthérique et l'esprit. C'était pas la même chose. Puis là, on défait la forme. On voit qu'il y a une différence entre ces deux notions-là. Oui, exactement. Puis en même temps, dans d'autres conférences, j'ai l'impression qu'ils utilisent les mêmes termes d'une manière synonyme. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Parce que le fait qu'il ne se rappelle pas ce qu'il dit d'une fois à l'autre, ça l'amène à utiliser les termes, les mêmes termes, mais avec une autre vibration. Fait que pour lui, c'est pas le terme, c'est la vibration qui est différente à chaque fois, même s'il utilise le même terme. C'est comme quand il dit l'homme va passer de l'ego une fois la fusion, l'homme va devenir une personne. T'sais. Il utilise un mot que tout le monde connaît, qui est dans le dictionnaire. On est tous des personnes, mais la manière qu'il dit, c'est que la fusion, ça fait de l'ego une personne. Quand il est fusionné à l'âme et l'esprit, là, il devient une personne. Fait que, ça, j'avais trouvé ça cocasse aussi, de voir comment il joue avec le mot pour lui donner une nouvelle vibration. Oui, exactement. Puis c'est sûr qu'en lien avec ça, au début des années 80, il y a des enregistrements, entre autres, qu'il a fait où il utilisait le mot esprit pour parler de l'âme et l'âme de l'esprit. Il avait vraiment interchangé là, les deux concepts. Ah oui, oui, je pense que je me souviens de ça. À un moment donné, je voyais le noyau de l'âme comme étant l'esprit. Et ça se peut que ce soit le cas. Il n'est pas dit que c'est pas un mensonge cosmique que le noyau de l'âme, parce qu'il faut faire la différence entre le noyau de l'âme et la périphérie le voile qui sépare l'âme de l'ego et l'âme de l'esprit. Ce voile-là qu'on appelle l'astral finalement, qui est la mémoire cumulée de tous les égos qui ont mal vécu leurs expériences et l'âme est poignée avec toutes ces mémoires-là, puis
l'ego, ben, il n'est pas capable de recevoir la vibration originelle de l'âme, qui est le noyau. Fait que ça passe toujours par ces mémoires-là, qui est l'astral, puis ça crée une psychologie astralisée totalement. Alors, il n'est pas dit que le noyau de l'âme ne soit pas éventuellement le double. Il n'est pas dit une fois la fusion, parce que si l'âme était une poubelle, comme il a dit à un moment donné, si l'âme était une poubelle, ben pourquoi on voudrait fusionner avec? Tu sais? Fait que l'âme fait partie de la fusion, mais une fois que l'âme est dépouillée de toute l'astralité, ben c'est là qu'elle devient vibrante. C'est là qu'elle peut énergiser l'ego puis travailler au niveau de l'énergie universelle qu'on appelle l'esprit. Oui, c'est bien dit. Et c'est sûr que par rapport à ce processus de dépolluement, justement, là, de l'astral, des mémoires, je pense que c'est vraiment l'essentiel de son instruction, là, de déconstruire la forme, l'ego, l'individu. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est l'essentiel, mais c'est aussi le plus plate. C'est drôle parce que les choses les plus fascinantes, les plus sensationnelles sont les choses occultes. Si on Oui. parle des extraterrestres, si on parle des forces plutoniennes, si on parle du soleil noir, si on parle de tous les concepts occultes, tout ce qu'on ne peut pas vérifier parce qu'on n'a pas la vibration pour le vérifier, ça crée une fascination, puis on est bien intéressé à ça, puis on pourrait lire ça, puis on pourrait se gaver de ça. Mais ça ne change rien au niveau de la transmutation parce que, comme tu viens de dire, le travail sur la désastralisation est sans doute plus important. Puis ça, le supramental ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas dire c'est quoi tes formes astrales. C'est à chacun de regarder, de constater à travers les événements, à travers les relations, à travers la méditation, peu importe, développer un regard calme pour percevoir toutes les formes les pensées formes, ou si vous préférez les entités. J'aime pas tellement ce mot-là parce que ça donne une personnalité à une forme. Puis c'est pas une entité, c'est une forme, c'est une mémoire. Donc, on parle de l'anxiété, on parle du besoin de contrôler, on parle de la susceptibilité, on parle de la méfiance, on parle de toutes ces émotions-là qui sont bloquées, qui sont des nœuds psychiques qui font que l'ego est pas transparent, et pas capable de manifester son esprit. Ces formes-là, c'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate au niveau du travail. Dit, bon, ben moi, regarde, tu en as fait une petite conférence solo il y a quelques jours où tu parlais de ton anxiété par rapport au coronavirus. Exact. Ben, j'ai trouvé que là, tu faisais un travail de transmutation. J'ai trouvé ça intéressant. Je pouvais faire un parallèle chez moi aussi. L'anxiété est une vibration qui nous coupe de l'esprit. L'anxiété, c'est beaucoup plus important de se débarrasser de l'anxiété que de parler d'extraterrestres, parce que là, on va ouvrir le canal pour recevoir un peu plus d'esprit si on se débarrasse de toutes ces formes-là de nœuds émotionnels, finalement, et les croyances, les blessures, là, c'est plein. C'est des plures d'oignons, une après l'autre, qu'il faut enlever là, dans l'astral. Là, c'est un travail. C'est un travail qui est à long terme. C'est pas parce qu'on comprend le supramental qu'on s'est compris, qu'on s'est libéré. Parce que c'est facile de comprendre. Les concepts du supramental, c'est pas compliqué. Là. C'est l'ego, l'âme, l'esprit, la relation entre chacun d'eux vis-à-vis de l'autre. Puis le mouvement de l'énergie à travers tout ça. On finit par le comprendre. Mais c'est pas parce qu'on comprend le supramental qu'on comprend pourquoi qu'on s'énerve quand notre conjointe nous dit quelque chose qu'on n'aime pas. Ou pourquoi on se défend pourquoi on justifie quand on n'est pas d'accord. Pourquoi on a besoin d'avoir raison. Ça, c'est le travail qui est moins agréable, qui est moins occulte, mais qui est en même temps, qui est, d'après moi, est essentiel. 100% d'accord avec toi. Par contre, c'est pas le genre de travail qui va nous faire avoir des grosses cotes d'écoute, dans le sens que c'est moins sensationnaliste de parler de ça que des sortes d'extraterrestres ou de la conspiration mondiale qui entoure le coronavirus ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais quand l'ego est seul avec lui-même,
s'il est capable de se regarder, de voir comment il se fait parasiter par l'astral, ben, c'est déjà beaucoup qu'il puisse le voir, le reconnaître, l'accepter et s'en libérer. Exactement. Et c'est sûr que ça m'amène à parler un peu du fait que de ce que j'ai eu comme information, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont été à des conférences de Bernard, qui ont fait des séminaires, c'est que l'information que je retire, entre autres par rapport à l'activité de Bernard dans les années 80, c'est que puis tu me diras qu'est-ce que tu perçois là, par rapport à ça, c'est que les gens allaient voir Bernard avec une certaine fascination parce que Bernard de Montréal avait été présenté par Richard Glenn comme étant un contacté. Et ça Mhm. sous-entendait qu'il était comme contacté par les extraterrestres, puis le fait qu'il parlait différemment des autres conférenciers. J'ai l'impression que les gens allaient le voir, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons à la base. Oui, c'est un point de vue très intéressant, ça. Et effectivement, Richard Glenn était un sensationnaliste occulte. Là. Il aimait beaucoup, beaucoup les extraterrestres, beaucoup tout ce qui venait de l'occulte. Il était assoiffé d'informations. D'ailleurs, quand c'était pas Bernard, il y avait une émission régulière, donc il y avait toujours des invités pour parler de ces choses-là, des ésotéristes en masse tout le temps. Alors, son public était déjà sensibilisé aux formes ésotériques. Puis Bernard a choisi, est rentré par là parce que c'était probablement la plus belle ouverture au Québec à ce moment-là. Il y avait une émission de télévision, Richard Glenn, sur le câble. C'est quand même un petit poste, mais c'était quand même une opportunité pour faire une entrée pour le supramental. Et le supramental s'est servi des formes occultes pour se manifester. J'ai l'impression que si le supramental se manifestait aujourd'hui à travers un initié, je pense qu'on aurait plus une science de l'énergie qu'une science occulte. Parce qu'on est rendu plus intelligent, on est capable de voir qu'il y a une énergie derrière la forme, que l'énergie va prendre la forme qu'on veut lui donner. Si vous voulez voir une entité, si vous croyez que c'est une entité, vous allez la voir, l'entité. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir des archontes, on va vous en montrer en masse. Si vous voulez voir la Vierge Marie, on va vous la montrer. Fait que, aussitôt que l'ego se fait une conceptualisation de ce qui se de qu'est-ce qui est de qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible, ben, Mhm. c'est ce qu'il va voir dans l'invisible à ce moment-là. Alors, il faut plus regarder l'énergie derrière la forme que d'être impressionné par la forme. Donc oui, la fascination, ça attire les gens, mais en même temps, ça fait partie du triage qui se fait dans le comment on appelle, dans la psychologie évolutionnaire. C'est un triage. Hein. C'est difficile de passer à travers ça sans être pris par la forme. Oui, exactement. C'est sûr que moi, ce que j'ai l'impression, que le fait que Bernard a accepté de parler d'extraterrestres ou de forces plutoniennes ou de ces trucs-là, ça a attiré beaucoup de personnes aux conférences rapidement. Donc, ça a permis rapidement d'avoir un public. On me parlait de salles qui pouvaient avoir 500 ou même 600 personnes. Donc, moi, j'ai l'impression que ça y a créé rapidement un auditoire. Par contre, quand on a regardé ce qui est arrivé en lien avec ça, ben moi, j'ai l'impression que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis sur un piédestal puis l'ont vu comme quelqu'un qui était contacté avec les extraterrestres, là. Oui, oui, je pense que tu as raison. J'ai perçu ça aussi. Euh, Peut-être que je suis un peu tombé là-dedans pendant un petit bout de temps, mais après mon choc, j'ai débarqué de tout ça. Euh, oui, c'est ça que ça fait, la fascination. L'ego n'a pas la vibration pour voir à travers la fascination. Donc, la fascination, c'est une forme de croyance. Quand Bernard dit croyez-moi pas, mais en même temps, il nous donne des informations tellement fortes, tellement invérifiables que c'est difficile. L'ego est facilement euh, pris par la loi des impressions et de la fascination. Donc, il ne veut pas croire, même si l'ego ne veut pas croire, il est déjà dans l'impression, il subit l'impression de l'énergie. Alors, il faut faire attention à la forme.
Euh, Quand on parle, exemple, des énergies du principe luciférien, ou ce qu'on appelle l'involution, c'est la descente, la condensation d'énergie. Il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose de très négatif, l'énergie, le principe luciférien, mais c'est un principe tout à fait normal du mouvement de l'énergie. On peut le voir même au niveau des étoiles, quand une supernova explose, il y a une diffusion de toute l'énergie dans le cosmos, en tout cas à plusieurs années-lumière autour de l'étoile qui explose. Puis tout ce matériel-là qui est rempli d'atomes se recombine sous la force de gravité. Donc la gravité, c'est la force luciférienne qui fait qu'il y a une attraction de toutes ces particules-là qui vont s'agglomérer, se densifier au fil du temps, au fil des millions d'années pour former des masses, des planètes, des étoiles, des nouveaux systèmes solaires. Donc, c'est normal, le principe luciférien, c'est un principe de condensation d'énergie qui crée des corps capables de recevoir de l'énergie plus fluide. Donc, l'ego, c'est un corps dense, c'est une construction de l'énergie luciférienne qui permet de créer une coque solide capable de manifester l'énergie fluide, l'énergie à l'état fondamental. Oui, ben je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais... Oui, c'est clair. Donc, l'énergie luciférienne, ça peut être vu d'une manière comme étant péjorative, mais plutôt dans le sens que c'est une force qui favorise la densification de l'énergie. C'est comme le contraire là, des forces qui vont viser à l'éthérisation de l'énergie. C'est ça. Quand l'ego est construit à travers l'involution, la force luciférienne, quand les énergies sont condensées, que l'ego est constitué et créé, puis qu'il commence à pouvoir manifester l'énergie plus volatile, l'énergie plus éthérique, comme tu dis, ben, à ce moment-là, il va y avoir un transfert. Il va passer de l'involution à l'évolution parce qu'il va se construire son être éthérique. Il va se construire l'énergisation de son principe éthérique. Donc, c'est ce qu'on appelle la fusion, finalement, c'est le rassemblement de l'énergie avec l'ego, avec l'âme. Puis donc, il remonte dans une vibration évolutive à ce moment-là. Mais il a fallu créer le canal pour pouvoir la recevoir, l'énergie. Donc, l'involution était essentielle. Puis, bon, on n'a pas à trouver ça négatif ou positif ou peu importe. C'est le mouvement. C'est le mouvement va-et-vient. C'est le mouvement continuel du cosmos. Sinon, il n'y aurait pas eu de mouvement. S'il n'y aurait pas eu de mouvement, on aurait toujours été dans la même direction. Oui, exactement. S'il n'y aurait pas eu de polarisation d'énergie ou de densification, on ne serait pas là à se parler présentement. C'est ça. Fait qu'au niveau énergétique, la polarité n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est négative, positive, mais dans le sens électrique, dans le sens aimanté, électromagnétique. C'est très, très différent. C'est très différent de la polarisation du mental humain qui, lui accorde une valeur. Ben, ça me plaît pas, j'aime pas ça c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est le jeu de l'âme et l'intellect et l'émotivité. Ça, c'est de la polarité qui empêche de comprendre d'une manière neutre les vibrations, la vibration. On donne toujours une couleur à la vibration en fonction de si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Fait que c'est sûr que l'ego, il n'entend pas son corps mental supérieur quand il est dans des pensées d'émotions, ça me plaît ou ça me plaît pas. Tu sais. Ben oui, parce que l'émotion va voiler la capacité subtile de l'ego d'intercepter la vibration là, de l'esprit. Là. C'est ça, parce que malheureusement, la psyché est pleine de formes, pleine de croyances, qu'il faut défaire une à une. Et
l'énergie se charge de nous aider dans le sens, pas de nous aider, mais dans le sens que c'est son action à travers nous qui nous amène soit par la souffrance à casser la forme ou soit par une compréhension mentale ou supramentale à briser les formes, puis se libérer éventuellement pour recevoir plus d'énergie. Parce que l'énergie, elle veut toujours augmenter sa capacité de circulation. Il n'y a Mhm. pas de stagnation. L'énergie, si elle ne circule pas, elle va s'arranger pour s'exprimer, même si ce n'est pas à la bonne place. Même s'il faut créer des conditions de stress, d'anxiété, pour amener l'ego à casser des formes, à remettre en question des choses. Parce que l'énergie veut passer le plus fluidement possible, avec le plus de fluidité. Exactement, d'où la pertinence que l'ego soit transparent, c'est-à-dire qu'il laisse l'énergie circuler à l'intérieur de lui plutôt que de résister, là. Oui, c'est ce que j'aime du supramental, de la psychologie évolutionnaire, c'est que ça crée une brèche. C'est comme à travers toute cette épaisseur d'astralité entre l'ego, l'âme et l'esprit, toute cette astralité qui est toujours lourde et que l'ego subit, au moins, ça crée une brèche. Il y a un petit peu de lumière qui peut passer. Donc oui, les concepts du double, le concept de l'esprit, tout ça, c'est bon de travailler avec ça parce que ça nous donne un petit bypass en anglais, une brèche finalement, de pouvoir un petit peu recevoir un petit peu d'intelligence, puis un petit peu de discernement, puis pouvoir observer comment l'ego se fait manipuler, comment l'ego est pris dans des situations qui le charrient, puis qui le bouleversent, puis ça lui donne une possibilité de se libérer parce qu'il voit ça, il voit clair, au lieu de simplement être l'émotion désagréable, il est capable de la regarder avec un recul. Donc, c'est Exact, bon dans ce sens-là. C'est utile. exact, ouais, exactement. C'est sûr que parlant de situations qui bouleversent l'ego, je voulais t'amener entre autres à discuter aujourd'hui dans le cadre de cet entretien, naturellement là, de la crise du coronavirus qui dure depuis plusieurs mois. Donc, une crise sans précédent là, en relation avec la menace d'un virus qui est vécu à l'international. Et j'aimerais avoir ton regard là, par rapport à la situation qu'on traverse présentement. Donc, on est au mois de janvier 2021 et la crise est toujours en Mhm. cours. Donc, quelle lecture que tu peux faire par rapport à cet événement qui est quand même important là, au niveau collectif? Euh, comment dire? Ce que j'ai le goût de faire, c'est de regarder euh, ce que ça génère au niveau de l'ego. Mhm. Il y a une grande anxiété. Cet événement-là crée beaucoup d'anxiété chez tout le monde. Chez tout le monde. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Euh, les gouvernements sont anxieux eux-mêmes. Tout le Mhm. monde est anxieux. Fait que l'anxiété, ça crée un grand stress. Puis dans le stress, on a besoin de se libérer de cette anxiété-là. C'est comme, on ne peut pas tenir dans un état d'anxiété. C'est pas agréable, c'est pas normal. Donc, on cherche une issue. Mhm. On veut se libérer. Puis ça nous amène à faire des choix qui peuvent nous tromper parce que l'anxiété est pas un bon conseiller. C'est pas du tout un bon conseiller. Le stress, l'anxiété, idéalement, si on pouvait se calmer, puis avoir un regard clair, justement, bénéficier de cette brèche, puis regarder l'anxiété, le stress qui est causé, puis le mettre de côté, puis aller chercher des réponses par soi-même, pas se faire donner des réponses par personne, puis se développer une façon de vivre, de passer à travers ces événements-là avec le plus de calme possible. Je pense qu'on peut arriver à ça parce que ce qui arrive, ce que j'observe, c'est que Mhm. ce stress anxiogène a polarisé la société. D'un côté, on voit des gens qui ont décidé de se soumettre et de développer une obéissance aux autorités, au gouvernement, puis eux,
ils veulent pas trop penser, ils veulent juste suivre les directives, puis ils se contentent de ça. D'un autre côté, je vois des gens que l'anxiété, le stress, ça les pousse à, à développer peut-être une méfiance, douter. C'est bon d'avoir un doute raisonnable, mais quand on développe une méfiance qui devient permanente, constante, là, on ne peut plus vraiment, dans la méfiance, avoir une observation neutre. Parce que c'est surtout que la méfiance, quand elle devient de plus en plus forte, crée de l'agressivité. Alors, d'un côté, je vois de la méfiance et de l'agressivité. De l'autre côté, je vois de la soumission, de l'obéissance. Puis, et peut-être qu'entre les deux, il y aurait un moyen de... On est-tu obligé de faire un choix, tu sais? On est-tu obligé de faire un choix? On peut-tu juste avoir un recul, puis ne pas se déstresser, ne pas vivre l'anxiété? Honnêtement, j'aime pas parler trop de mon ego, mais je me sens en vacances, moi. Depuis que ça a commencé, je suis en vacances. Je me plains pas de rien. Tu sais, ça me dérange pas. Oui, j'aimerais pas manquer de papier de toilette, mais on est quand même un pays de forêt, de papier. Fait qu'on est bien situé à ce niveau-là. Quoique que c'est arrivé au printemps lors de l'année 2020 au Québec, là, quand même. Là, absolument. Ouais. Oui, c'est à cause de la panique. Oui, c'est ça. Ça a été une panique temporaire. Oui. Oui, c'est ça. Il y aurait rien. Il manquait de rien. Mais ceci dit, j'ai pas plus de réponses où est-ce qu'on s'en va avec ça. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que le vaccin, ça va être efficace? Est-ce que ça va mettre fin à cette histoire-là? Peut-être, selon les probabilités, je dirais, possible. Alors, il faut être comme en stand-by encore un petit peu. Pour moi, le fait je ne veux pas tomber dans la méfiance, ni dans la colère, ni dans l'agressivité vis-à-vis de personnes, parce que ça aussi, c'est une prison. Ben oui. C'est un autre confinement. Déjà qu'on est confiné, si en plus, il faut que je me confine à vivre dans de l'agressivité, puis de l'anxiété, puis du stress, puis de la colère, puis quoi d'autre, là, de la méfiance, ben là, je perds complètement mon esprit, je perds complètement ma liberté. C'est pas la condition dans laquelle on est. Ça stoffe. On peut toffer, je pense. On peut toffer. Regarde, il y a des grands hommes qui ont passé dans des camps de concentration, qui ont perdu leur famille, puis qui s'en sont sortis grandis. Lisez l'histoire de Viktor Frankl, qui a découvert son esprit dans un camp de concentration. Alors, tu ne peux pas avoir plus confiné que ça. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, il est sorti grandi de son expérience. Ça ne veut pas dire qu'il voulait vivre ça, là, mais il a su transmuter l'expérience négative en énergie positive. Parce qu'il y a toujours un esprit en arrière de l'ego. Puis si l'ego apprend à se calmer, il va pouvoir entendre un peu plus, puis commencer à dialoguer, à collaborer avec. Puis j'imagine qu'un ego qui est pris dans une prison pendant 27 ans, ben, il apprend à voyager avec son esprit, puis il apprend à être libre à travers ses voyages en esprit. Oui, exactement. C'est sûr que c'est deux beaux cas de résilience auxquels tu as fait allusion. Puis avant que tu nommes Viktor Frankl, quelques secondes avant, j'ai pensé à lui avec la logothérapie que développée, la capacité de l'individu de donner sens à ce qu'il vit. Bon, pour s'approprier son expérience. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la société au large, c'est sûr que j'espère que les gens vont sortir grandis de l'événement, mais en tout cas, on verra. Faut pas que je sois trop anxieux non plus, parce que ça, c'est moi qui se fait récupérer au jeu, là, parce qu'il y a des gens qui font des prédictions, qui vont avoir des cas de suicide, de dépression, de violence conjugale. Il y a beaucoup d'éléments là, qui sont mis de l'avant comme impact négatif ou effets collatéraux de la crise. Ouais.
C'est une bonne nuance que tu apportes parce que moi, je parlais plus au niveau individuel. Je parlais au niveau de l'individu qui vit ça. Mhm. C'est sûr qu'au niveau de la société, il y a des malheurs. C'est sûr qu'il y a les gens qui perdent leur commerce, il y a des gens qui sont suicidaires, il y a des gens qui virent fous par la solitude. Je veux dire, j'ai de la sympathie pour ces gens-là parce qu'ils n'ont peut-être pas les ressources, les outils pour s'en libérer. Mais on parle au niveau de l'individu, des gens qui s'intéressent ici au phénomène de la conscience. Comment vivre ça, ces événements-là. Alors, c'est ça la nuance que je voulais apporter, là. Oui, nuance très pertinente. Parce Parce que, que, oui, oui, juste pour finir au niveau de oui, la société, on peut regarder, il y a quand même des bienfaits. Alors, on peut toujours regarder le négatif, mais il y a des bienfaits. C'est excellent pour l'environnement, ce qui se passe. Je regarde juste les bateaux de croisière. Je lisais ça à un moment donné, la compagnie Carnival, qui a, je pense, 47 bateaux de croisière. C'est des petites villes flottantes là, mhm, de milliers de personnes. Juste cette compagnie, à elle seule, elle pollue 10 fois plus que toutes les voitures d'Europe en un an au niveau de la pollution atmosphérique. Imagine, juste ces 47 bateaux-là polluent 10 fois plus que tous les véhicules. Alors là, ils sont tous mis au rencard, ces bateaux, puis on se sert moins de nos autos parce qu'on travaille, on fait du télétravail. On a découvert le télétravail, les téléconférences, la télémédecine. Fait que, bon, ça apporte des choses. Le Québec veut développer sa culture de fruits et légumes en serre pour ne pas dépendre des autres pays en cas de crise, justement. Donc, il y a ça de positif. Tu sais. On pourrait commencer à ériger une liste. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais il y aurait sûrement moyen de dire, bon, ben, il y a des bienfaits et malgré tout le négatif, il y a des bons oui. côtés. Oui, exactement. Mais c'est sûr que la pollution atmosphérique, comme tu le mentionnais, ben, vu qu'il y a moins d'auto en circulation, il y a moins aussi de problèmes d'embouteillage. Tu sais, Ben oui, c'est merveilleux. exactement, exactement. Tu sais, des villes comme Québec, là, qui pensaient investir pour faire un tramway ou un troisième lien, parce que moi, je viens de Québec, puis j'ai suivi le dossier. Ben là, si les gens adoptent le télétravail dans les prochaines années, puis ça devient ancré en eux, parce que la crise s'échelonne sur plusieurs mois, puis après, une fois la résolution de crise, il n'y a pas autant de gens qui retournent sur la route travailler, ben peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire des grandes dépenses pour mettre en place un troisième lien, un autre pont pour rejoindre le Québec de la rive sud ou mettre en place un tramway, là. Oui, alors tu vois, on est en train, finalement, à cause de ce coronavirus, on est en train de remettre en question notre style de vie. On était toujours pressés, on courait contre la montre, puis on était dans une société de consommation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de courir. Il n'y a plus grand-chose à consommer. Les magasins sont fermés. Oui, pour Les- plusieurs, ou quand ils sont ouverts, ben c'est seulement des biens essentiels qui on ne peut sont pas aller au vendus. resto, au C'est ça. cinéma. On est vraiment tranquille. On est dans une remise à... Mais c'est le temps là, pendant que c'est tranquille, de reviser notre façon de vivre. Peut-être que la société, peut-être que l'intelligence a voulu qu'on vive ça pour se remettre en question, pour ne plus retourner à la même place qu'on était, pour être un petit peu plus conscient, un petit peu moins matérialiste, un petit peu plus sensible à l'environnement, un petit peu plus. Peut-être que ça va nous aider éventuellement à améliorer notre système de santé, etc. Fait que on verra. Oui, exactement. Mais c'est sûr que dans un certain sens, si les forces ou les entités de l'autre côté du voile voudraient amener une initiation collective pour amener les gens de manière imposée à s'intérioriser, ben, le confinement, ça pourrait être une très belle opportunité par rapport à ça, là. Oui, pour beaucoup de gens, c'en est une initiation. Il y a des gens qui prennent contact avec eux-mêmes plus que jamais. Donc, si on définit l'initiation comme étant la connexion avec soi-même à un niveau plus profond, ben, c'est effectivement initiatique. C'est sûr que toute souffrance peut devenir initiatique si elle est conscientisée. Mhm. Mais si la souffrance n'est pas conscientisée, c'est là que c'est dommage parce que c'est une souffrance perdue. Une souffrance, c'est une opportunité de se libérer des formes.
d'arrêter de mettre une résistance au changement parce qu'une souffrance nous invite à changer. Si on résiste au changement, ben, on prolonge la souffrance. Je ne sais pas si ça se comprend, mais si on Oui. prend exemple, on peut prendre un deuil, par exemple. Si on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est proche, ben, c'est sûr qu'on vit une souffrance, on vit une perte. Mm-hmm. Mais si on s'accroche, éventuellement, le deuil fait qu'il va s'estomper, la vie fait que ça va s'estomper. Mais il y a des gens qui restent accrochés, qui ne s'en remettent pas, parce qu'ils refusent de lâcher prise, ils refusent d'accepter le changement, ils refusent. Alors, ils restent accrochés. Donc, leur souffrance de deuil n'est pas utile. C'est dommage pour eux parce qu'ils restent pris dans une souffrance chronique. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a la question de la réinvention de soi, dans le sens que quelqu'un qui, par exemple, dans le cadre de la crise, perd son commerce, c'est sûr qu'il peut essayer de refaire vivre son commerce selon les paramètres anciens ou de l'amener à exister selon des paramètres nouveaux. Tu sais, si c'est possible que la personne fasse, par exemple, du take-out, de la livraison de nourriture, alors que c'est un restaurant où il recevait des clients sur place, il est capable de se réinventer à ce niveau-là s'il y a l'opportunité. Ben là, ça peut l'amener à être résilient puis composer à l'événement. Donc, de se réinventer à un autre niveau, puis bon, découvrir d'autres choses. C'est sûr que des gens vont sans doute investir pour développer des sites web, des plateformes électroniques pour faire des affaires s'ils ne peuvent plus des effectuer les transactions là, en personne. Là. Oui, c'est ça. Finalement, ça revient encore au fait que l'énergie a besoin de circuler. Alors, oui, on va être poussé à chercher des nouvelles façons d'être créatif avec notre énergie. Si on perd un commerce, oui, peut-être qu'on peut trouver d'autres façons de reconfigurer notre énergie, d'aller vers quelque chose. Peut-être que ça va ouvrir des opportunités plus grandes encore. Peut-être qu'on va aboutir à une place plus nourrissante. Durant le confinement, il s'est créé beaucoup de petits groupes de conversations sur vidéo Mm-hmm. autour du sujet de la conscience, autour du supramental. Alors, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui parlent entre eux. Puis donc, ça crée un rapprochement. Il y a des petites familles supramentales là, qui se parlent. Puis, ça permet justement de canaliser cette énergie entre nous et d'avancer plutôt que d'être chacun seul chez soi, puis vivre la solitude. T'sais. Alors, ça permet de se faire des amis virtuels, on va dire, mais éventuellement, peut-être qu'il y aura des amitiés réelles à travers ça. Exactement. Donc, c'est sûr que la technologie, présentement, permet de traverser la crise en numérisant nos rapports humains, entre autres. Là. Il va y avoir des étudiants qui vont étudier à distance, il y a des gens qui vont faire du télétravail aussi, de la consultation, comme tu disais tantôt, en télémédecine à distance. Donc, moi, j'ai l'impression que la crise est une occasion pour un développement rapide de plus en plus grand des nouvelles technologies, intelligence artificielle, big data, etc. Oui, je pense que ça va se produire parce que c'est déjà entamé. Puis on voudra peut-être pas retourner en arrière. Je pense que j'ai entendu que 90% des bureaux au centre-ville de Montréal sont encore vides. Tout le monde préfère le télétravail. Puis il va y avoir continuité dans le télétravail. Je suis d'accord avec toi. Et les technologies vont aller dans ce sens-là. Il y a eu une explosion des sites comme Zoom, Messenger, tout ça, tous les sites de télé-rencontres là, sont devenus indispensables. Et c'est trop pratique. C'est trop pratique. Tu n'auras plus besoin là, d'aller voir ta psychologue dans une tempête de neige. Tu vas faire un Zoom, puis tu vas être correct. Donc, là, on évite plein de problèmes qui étaient auparavant là. Oui, ça donne place à des solutions puis à des opportunités, mais en contrepartie,
ça peut servir à mettre en place une société qui est de plus en plus surveillée parce que tout ce qui est fait sur le numérique peut être enregistré à distance. On peut faire des captures d'écran pour le visuel, des captures audio. Donc, ça favorise l'espionnage des Oui, ça, citoyens potentiellement là aussi en parallèle. oui, ça, il va falloir faire attention à ça. J'ai même vu une nouvelle technologie où est-ce qu'on si on prend un vidéo d'un politicien ou d'un personnage connu, Mhm. puis on peut lui faire dire n'importe quoi en vidéo. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, j'ai vu la même chose que toi. On parle d'un deep fake. Ouais. Donc, C'est comme ça que ça s'appelle. OK, je oui, savais pas le nom. J'ai été vraiment impressionné par ça. Ça va vraiment, euh, comment dire, créer beaucoup de mensonges, là, de circulation de fake news, là, c'est sûr. exactement. C'est propice à la désinformation, puis en parallèle à un esprit critique de plus en plus aiguisé, parce que les gens vont être obligés de confronter à des formes de plus en plus vraisemblables, ou ce qui vont imiter à la perfection la voix, le visuel aussi. Mm. Du politicien. Il y en avait un deepfake qui a été fait sur la reine d'Angleterre, là, Ah entre oui, autres, oui, oui, que j'ai vu sur Internet. Donc, comme on peut de plus en plus manipuler la forme, j'ai l'impression qu'en parallèle, en contrepartie, les gens vont être de plus en plus critiques par rapport à la forme parce que sans ça, ben, ils vont sombrer dans des croyances, puis ça va être abominable pour eux autres, là. oui, c'est ça. On va se créer un doute face quand on va voir des vidéos comme ça, puis on va se poser la question, moi, c'est-tu vraiment la personne qui dit ça ou c'est un fake? Ça va développer un discernement, il n'y a pas de doute. Puis en même temps, c'est ce qu'on souhaite, non? C'est ce qu'on souhaite, de devenir de plus en plus autonome dans notre discernement. Oui, Alors peut-être que l'énergie se sert de ces choses-là pour tromper ceux qui ont besoin d'être trompés, puis libérer ceux qui ont besoin d'être libérés. exactement. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va nous amener à saturer de la fascination de la forme. Parce que les formes sont de plus en plus sophistiquées. Fait que pour, dans le fond, composer avec elles intelligemment, ben, il faut se développer en intelligence en proportion, puis à intégrer le principe de ne pas croire, parce que sans ça, on va se faire happer par elles, on va se faire manipuler, on va en souffrir, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est un principe, quand on a le contact avec soi-même, c'est même plus un principe, c'est une réalité. Ça devient, c'est de même ça marche. Puis c'est ça. Les gens vont le vivre éventuellement. Puis c'est ça. Exactement. Sinon, par rapport à la période où on parle, où beaucoup de gens, que ce soit au Québec, en France, un peu partout, on est mis malgré nous, de par les forces gouvernementales, en situation d'isolement, de confinement. Il y a des gens qui sont en quarantaine, alors que Mm. simultanément, on vit une quarantaine planétaire, parce qu'on n'est pas en contact d'une manière ouverte avec les extraterrestres ou les êtres de d'autres planètes. Tu vois, par rapport à cette période où ce qu'on est très comprimé, puis c'est sûr qu'il y a eu une gradation au fil des semaines, des mois, puis bon, récemment, il y a eu au Québec le couvre-feu qui fait en sorte que les gens entre 20h et 5h le matin ne peuvent pas sortir à l'extérieur. Donc, par rapport à cette période où le gouvernement contrôle de plus en plus les citoyens, qu'est-ce que j'allais dire, on peut faire pour continuer à se sentir libre sans souffrir trop de ces mesures-là qui sont très restreignantes, là. Ouais, c'est sûr que on peut augmenter ou diminuer ce confinement-là par la façon dont on perçoit les choses. Ce qui se passe entre les deux oreilles, la perception qu'on a des choses peut nous emprisonner encore plus ou nous libérer un petit peu plus. On n'aura jamais, en tout cas, pas à court terme, là, on n'est pas à veille de retrouver ce qu'on aimerait, Mhm. mais parce que l'ego, c'est sûr qu'au niveau de l'ego, il veut s'amuser, il veut voir ses amis, il veut sortir, tout ça. Mais dans mon cas, présentement, je fais avec la situation. Je me bats pas contre. J'ai pas de résistance. Je comprends que
c'est une situation temporaire, puis je canalise ma créativité dans d'autres choses. Je me suis remis à jouer aux échecs, je fais de la peinture, j'ai les rencontres là, sur Internet. J'écris beaucoup, j'aime écrire. Alors, tu vois, d'un point de vue personnel, je redirige l'énergie dans une créativité personnelle. Mm-hmm. C'est ça. Quand la situation redeviendra un peu plus normale, ben, c'est sûr que je vais être très content de pouvoir retrouver certaines choses que j'aime bien. Et moi, pareillement. Oui. Mais encore faut-il que ça revienne, entre guillemets, à la normale. Parce qu'il y a des gens qui, présentement, disent qu'on ne retrouvera jamais l'état de normalité d'avant la crise de coronavirus. Ben, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il n'y a personne qui va me dire quoi penser. OK. Alors moi, si je ne corrobore pas cette pensée-là, je ne peux pas y croire. Puis je ne la corrobore pas, pour l'instant. Peut-être que je verrai que c'était le cas dans 6 mois, ou peut-être que je vais voir autre chose, ou peut-être que je vais comprendre autre chose. On ne devrait pas chercher à influencer les autres avec nos idées. Mm-hmm. Surtout si c'est des idées qui sont anxieuses. Là. C'est encore pire, parce que là, on va astraliser tout le monde dans notre anxiété. Puis faut faire attention entre parler sur comment penser puis quoi penser. J'aime bien parler de comment penser, comment l'énergie circule, comment on entend la vibration profonde, ces choses-là. Mais donner des connaissances sur des événements qui n'ont pas eu lieu en plus, là, je ne ferais pas ça. C'est pas utile pour moi, je ne le ressens pas. Non, ben, c'est bien parfait. Donc, en fait, tu sais, dans mes interventions, je suis un petit peu l'avocat du diable, mais je suis d'accord avec toi que, dans le fond, il ne faut pas donner de préséance aux gens qui vont amener ça trop sombre là, comme scénario. Là, Oui, c'est sûr, parce que là, on fait on rentre dans l'anticipation d'un scénario catastrophe. Là. Puis l'anticipation d'un scénario catastrophe, ben, ça va juste nous mettre dans un état d'angoisse. Là. C'est pas intéressant non plus. Hein? Exactement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient pertinent de se recentrer là, sur le moment présent. Donc, c'est sûr que, comme tu le disais, de canaliser autrement l'énergie, que ce soit là, à travers des discussions avec des gens sur Internet, de faire de la peinture ou, tu sais, il y a différentes activités qu'on peut-être on faisait pas avant, qu'on peut faire davantage. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Et ça demande un petit peu de patience. Je veux dire, on n'est pas dans un camp de concentration. On n'est pas en prison non plus. On a encore un petit peu de possibilité de bouger. Puis oui, mais quoi qu'au fil des mois qui passent, je trouve que ça ressemble de plus en plus à une prison. Là. Avant, il n'y avait pas de couvre-feu. Puis, il y a une gradation. On est passé du TAS, de la période où le masque était fortement suggéré, au masque est obligatoire pour les lieux intérieurs. Ensuite, on nous limite dans nos déplacements. On fait ci, on fait ça. Fait que je trouve ça de plus en plus étouffant comme société au fil des mois. Là, ça, c'est clair. Puis là, je me dis, ça va être tout le bout, mais en même temps, il ne faut pas que je réfléchisse trop à l'avenir parce que là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Fait que, en effet, il ne faut pas faire de l'anxiété avec ça. Oui, effectivement, les choses se sont resserrées. Je pense que tout l'espoir... En tout cas, tout l'espoir pour les gouvernements, c'est au niveau des vaccins. Alors, reste à voir là, comment ça va se concrétiser tout ça. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les nouveaux variants du virus vont être couverts par les vaccins? On peut se poser beaucoup de questions, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est facile de nourrir l'anxiété pour l'amplifier. Mm-hmm. Il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans non plus.
Et je sais pas, être un peu patient, là. Oui, exactement. Puis c'est bien qu'on parle de ce sujet-là parce que moi, comme tu le sais, j'ai fait une capsule d'ailleurs que tu avais écoutée où ce que je parlais que dans le fond, ça m'avait amené à vivre de l'anxiété ou des choses que je faisais comme autrefois, comme par exemple aller faire du ski de fond à l'extérieur avec une belle température d'hiver. Habituellement, je fais ça puis je me casse pas la tête, mais là, je repensais à la crise. Puis qu'est-ce qui pouvait arriver dans l'avenir? Puis je me suis dit, bon, si ça m'arrive à moi, il y a peut-être d'autres personnes dans la même situation présentement. C'est la raison pour laquelle j'avais fait la capsule audio, entre autres. Et puis, c'est sûr que, dans le fond, comme tu le dis, par rapport aux éléments, que ce soit le vaccin, la variation du virus, etc., moi, c'est sûr qu'avec le temps, je deviens je vais dire plus sage dans ma gestion parce que là, j'essaie de ne pas passer trop de temps là-dessus puis plutôt utiliser créativement mon énergie pour faire des choses comme du ménage chez moi ou des choses que je prendrais peut-être pas autant de faire autrement, là. Oui, c'est sûrement la meilleure chose qu'on peut faire parce que j'ai pas de solution. Puis je sais que ça sert à rien de chialer. Personnellement, moi, ça m'enlèverait beaucoup d'énergie de rentrer dans cette vibration-là. Oui, ben en fait, c'est de voir si la personne a ou non à se plaindre, dans le sens qu'au printemps dernier, il y avait un propriétaire de gym qui avait dit, ben si le gouvernement ne me réouvre pas, je vais ouvrir pareil dans les prochains jours. Et Ouais. ça a fonctionné, sa stratégie. Quelques jours après, le gouvernement a dit, oh, vous allez pouvoir ouvrir les salles d'entraînement au Québec, les gyms. Donc, dans son cas, d'avoir chialé Ah publiquement, oui. puis d'avoir Ah oui, passé à la c'est bon. TV, ça a donné le résultat voulu. Ça a permis d'établir un rapport de force avec le gouvernement pour l'amener à réouvrir les salles d'entraînement parce qu'il avait rouvert des commerces comme les restaurants, etc. Donc, lui, ça a fonctionné, mais il était propriétaire, il y avait une raison spécifique. Donc, dans certains cas, ça peut être utile, ça dépend, là. Oui, tu as raison. C'est intéressant qu'il y ait eu le courage de défier la loi pour s'essayer, puis ça a marché. Oui. Oui, c'est bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Moi, j'applique ce que je ressens, j'applique ce que mon intelligence me donne, mais c'est pas quelque chose d'universel nécessairement. Je veux dire, c'est une situation exceptionnelle qu'on vit Mhm. et chacun doit essayer de trouver ce qui lui convient. Puis en même temps, ben, je comprends que l'avenir est incertain et c'est peut-être une petite pratique qu'on vit pour quelque chose de plus fort. À un moment donné, peut-être qu'il y aura des événements plus importants, puis que cet événement-ci nous aura donné une résilience, une force euh, psychologique et psychique un petit peu plus grande pour toffer la prochaine épreuve. Parce que je ne serais pas étonné qu'il y en ait d'autres. Je ne parle pas de virus nécessairement, mais ça Mhm. peut être toutes sortes de choses. Tu sais, il y en a tellement. Je ne veux pas entrer dans les scénarios Oui, catastrophes, mais exact. c'est c'est juste de dire que toute épreuve crée un changement psychique. Il y a une croissance de la capacité nerveuse dans la mesure où on passe à travers. Elle est là, la transmutation. Si on accepte de passer à travers, on se crée une force nerveuse qui est utile éventuellement. Oui, exactement. Si les gens sont capables de passer à travers l'événement, ils peuvent se reconstruire plus fort, développer des capacités qu'il n'y avait pas au préalable. Donc, monter en puissance. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, risquent de s'écraser, sombrer dans la dépression, puis développer des problèmes de santé mentale importants. C'est malheureux que l'énergie agisse comme ça. Il n'y a pas d'émotion. L'énergie, c'est de l'énergie. Elle, elle se canalise à travers le réseau qui est la société. On est tous des canaux. Puis l'énergie fait son travail. L'énergie, si on n'avait pas intervenu avec le gouvernement, s'il n'y avait rien fait, on voit que le virus tue à peu près 3% des gens qui sont atteints, surtout des gens de 60 ans et plus. Qu'est-ce qui serait arrivé si on n'était pas du tout intervenu? Ça représente combien de morts, 3% de la population mondiale?
Mais encore là, parce que j'avais d'autres statistiques qui disaient que c'était moins d'1% par rapport à l'ensemble de la population. Mais comme tu dis, c'est sûr qu'en effet, quand les gens sont avancés en âge, on augmente le taux Ouais, de létalité là, de gens ouais, décédés. ouais, Mais encore faut-il le contextualiser aussi par rapport au fait que certaines personnes vont en décéder parce qu'ils ont déjà des comorbidités. Tu sais, la personne peut être ouais, atteinte déjà de problèmes importants comme le cancer et autres, ce qui fait qu'elle ne va pas mourir de ça, mais avec le coronavirus. Puis c'est de le contextualiser que probablement qu'il y a des gens qui seraient morts pareil dans les mois qui auraient suivi, entre autres dans les résidences de personnes âgées. C'est juste que là, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais hum, dans certains cas, il y avait déjà des gens fragilisés. Mais bref, on pourrait en jaser des détails comme ça, mais c'est pas l'essentiel. Mais comme tu dis, il y a quand même une fonction du gouvernement qui est intervenue pour mettre plein de mesures dans l'optique d'empêcher là, une plus grande mortalité. Là. ouais. Oui, peut-être que l'énergie, dans sa mécanicité, voulait éliminer une partie de la population pour des raisons X, pour permettre qu'il y ait plus de, comment dire, qu'il y ait moins de population. Il y a une surpopulation dans beaucoup de pays. Puis Mhm. ça pourrait éliminer une catégorie de la population. Euh, tu sais, l'énergie fait ce qu'elle veut. Moi, je fais juste le constat de qu'est-ce qui se passe. Puis bon, l'énergie est là. Le virus est créé, que ce soit, peu importe la manière dont le virus est créé, que ce soit à travers de l'astral ou peu importe, il y a toujours une intention d'énergie derrière. Alors, est-ce que c'est pour éliminer du monde? Tu sais, Mhm. on peut jouer avec les hypothèses là-dessus, mais ça donne pas grand-chose finalement. Non, exactement. C'est sûr qu'à la base, on est mieux de s'occuper de notre propre vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, voilà, je pense, d'après toi, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de... Oui, on a fait le tour amplement là, du sujet de la crise du coronavirus, puis j'ai apprécié tantôt là, les informations que tu m'as partagées là, en relation avec Bernard de Montréal et Daniel Kemp. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ces différents sujets-là. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Antoine, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation pour m'accorder là, cet entretien. Ben, merci de m'avoir invité, David. Ça a été très agréable. Je te remercie encore, puis à une prochaine. Merci. Oui, certainement. Puis sinon, ben, en complétant, ben, je remercie les gens qui nous ont écoutés là, jusqu'à la fin de cet entretien. Et je vous rappelle que si vous appréciez le fait que je fais des capsules audio sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous me faire parvenir une contribution financière via Interac pour les gens au Canada et également PayPal, qui sont des méthodes de paiement sécurisées. Donc, si vous appréciez ces enregistrements que je rends disponibles au fil du temps, il y en a quand même plusieurs. J'en ai fait au-dessus de 500 au fil des ans. Vous pouvez retrouver là, en bas de l'enregistrement présent là, à partir d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui vous mène là, sur le site d'archive.org où ils sont entreposés là, en format MP3. Donc, c'est ce qui termine maintenant cet entretien. Et écoute, je te remercie beaucoup encore une fois pour tout l'éclairage là, que tu nous as donné là, par rapport, entre autres, à la crise du coronavirus. Puis, j'apprécie beaucoup le calme que tu as fait preuve là, en parlant de tout ça. Là, ouais. Au plaisir, David. Ça a été réciproque. J'ai bien aimé mon expérience. Et bravo pour ton émission qui est importante. Je trouve que c'est bien d'avoir un point de convergence pour les gens qui s'intéressent au sujet du supramental et de la psychologie évolutionnaire. Donc, c'est excellent, ça. Continue ton bon travail. Ben, merci beaucoup, Antoine, et à bientôt. À bientôt. Bye.